Funeste Fred numéro 55, content de vous retrouver sans attendre notre texte, notre fragment d'ouverture. Alors, pour tous les bouquins, comme d'habitude, pour tout ce dont il sera question, c'est en partie description, en dessous de notre vidéo et juste après lecture de ce fragment, notre fragment d'ouverture. Oui, tout de suite, une fois elles sont mises, ce texte, rédigé en 1935 et dont je vous donne, le nom de l'auteur, les références juste après lecture. 1935 et comme l'idée de domination allemande à l'état pur ne peut séduire personne à part les Allemands en plus, et quelques propriétaires terriens aux intérêts mercantiles à courte vue, c'est l'antisémitisme qui est mis en avant pour attirer la sympathie des Russes envers l'Allemagne actuelle. Bien entendu, la majorité des Russes et des Ukrainiens impliqués dans cette politique et qui propagent des théories racistes auprès de leurs compatriotes ne soupçonnent même pas qu'ils sont un simple instrument, un jouet aux mains de l'impérialisme allemand qui ne veut qu'une chose, les terres noires ukrainiennes. Mais tel est le sort des agents de tout impérialisme étranger, quel qu'il soit. Dans leur majorité, ils sont toujours intimement persuadés qu'ils ne se soucient que des intérêts de leur propre peuple. Oui, dans quelques secondes, le nom de l'auteur, les références du bouquin. Je me disais, ça fait un petit moment, un numéro en roue libre, tout à fait en roue libre autour de la Russie, et vous le savez, ce n'est pas la première fois, hein, je vous l'ai déjà dit, quand je dis autour de un numéro en roue libre autour de la Russie, il faut entendre géographiquement, mettons, dites-vous, comprenez, russo-soviétique, géographiquement parlant, je pense que vous m'avez saisi. Alors, ces lignes furent rédigées en 1935. Attention, dans sa famille, ils ont été quelques-uns à devenir célèbres, ou du moins relativement célèbres à travers les siècles. Une famille d'origine lituanienne qui avait à un moment donné prêté serment d'allégeance à la Russie, les Troubetskoï. Et notre texte est signé du prince, oui, il était prince, prince en exil, alors le prince Nicolas Troubetskoï. On pourrait inclure notre texte d'ouverture dans notre séquence. Vous savez ce que j'aime bien appeler, quand on aime bien jeter un coup d'œil dans la lorgnette du philosophe. Philosophie au sens le plus large. Peut-être aurions-nous dû préciser alors aujourd'hui lorgnette plutôt du linguiste, puisqu'il était de formation, de spécialisation linguiste, notre Troubetskoï, prince Troubetskoï, Nicolas, qui, proche de Jacobson, a été associé à contribuer à poser les fondations du cercle linguistique de l'école linguistique de Prague. Et par ailleurs, on l'associe aussi à un courant qu'on appelle le courant dit eurasien, ou si vous préférez le courant eurasien ou le courant eurasiatique. Au fil de l'actualité de ces dernières années, on a tendance de faire de temps en temps de nouveau allusion à ce concept eurasiatique. Bon, écoutez, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de m'étendre avec vous, ce n'est pas le but de notre numéro. Oui, on a tendance de temps en temps à y faire allusion dans le cadre des débats, des commentaires autour de l'actualité internationale de ces dernières années. Il y aurait pas mal, j'intégrerai pour ma part pas mal de parenthèses, il y aurait pas mal d'annotations, mais je vous le dis, je n'ai pas le temps. Courant eurasien, il y avait deux tendances à ce courant qu'il avait
avait à partir d'un moment, il y a 2 tendances qui se sont dessinées, scindées au sein de ce courant de pensée que Troubetskoy, que Nicolas avait contribué à initier. Une, tendance nettement, plutôt oui, nettement favorable, à Moscou, comprenez, pour l'époque nettement pro-soviétique et une autre, nous n'allons pas dire droite, mettons qui rassemblait essentiellement des Russes blancs, de l'émigration autour, de Troubetskoy et si vous l'avez compris, s'il était hostile au racisme biologique de type nazi, Troubetskoy estimait, c'était sa façon de voir. Lui, il pensait que, ce qu'on voyait comme les cultures fonctionnaient en général comme des vases, comme des mondes clos et qu'elles étaient difficilement, très difficilement transmissibles les unes aux autres. C'était sa façon de voir, mais quelques lignes plus loin, dans le même texte, au besoin, je le précise, il disait lorsqu'on étudie un problème aussi délicat que le caractère national, il ne faut pas partir de la supposition infondée que tous les traits de caractère national sont conditionnés par la race, de même qu'il ne faut pas expliquer tous les traits du caractère national par la seule hérédité. Ça ne doit pas être évident de se procurer des bouquins de lui à l'heure qu'il est, ou même le bouquin que je vais vous montrer. J'y reviendrai, je vous le montrerai. Non, il ne doit pas être évident. Il a près d'une trentaine d'années déjà et c'était sorti dans une collection très universitaire, très scientifique, comme je dis, où ça rigole vraiment pas, comme je dis, vraiment pas pour les gamins. Vous le verrez, ce bouquin, avant la fin de notre numéro. Oui, Nicolas Troubetskoy, qui n'était pas... Il est mort à Vienne, très peu de temps après l'Anschluss. Il était de santé... Il était de cœur fragile, oui, de cœur fragile, et il ne s'était pas remis de la fois où la Gestapo était venue foutre le tour, retourner, foutre le bordel chez lui, dans ses papiers, dans ses bouquins. Son cœur ne l'avait pas supporté, il était décédé. Très peu de temps après, à Vienne. Je vous montre ce livre à la fin de notre émission. Alors, un numéro en roue libre autour de la Russie, si vous voulez, si jamais ça peut vous faire plaisir, sait-on jamais, russo-soviétique au sens où, je l'ai dit, il y a une nouvelle biographie d'Ilya Répine qui est sortie dans une collection de livres d'art plutôt à bon marché. La semaine dernière, je vous avais présenté le volume sur Picabia. Je vous avais présenté à cette occasion, en vous montrant ce bouquin-là, je vous avais fait découvrir peut-être la très jolie collection de livres d'art à bon marché, Paroles d'artistes, où vous avez en vis-à-vis de chaque œuvre des déclarations, des évocations de l'artiste lui-même et c'est dans une autre collection de livres d'art. On peut dire ça aussi, assez de prix assez démocratique, aux éditions Place des Victoires, que vient de sortir cette nouvelle monographie sur Ilya Répine. Répine, jusqu'à une époque, ce n'était pas franchement évident dans notre langue, pour sûr, de se procurer des... C'était pas courant. J'ai ramé. Durant un certain nombre d'années, j'ai ramé pour arriver à me trouver quelque chose dans notre langue sur Ilya Répine, ce peintre pour qui j'ai toujours eu un capital d'admiration énorme depuis le moment où j'en ai fait la découverte. Bien sûr, je suis un grand admirateur d'Ilya qui le maître du réalisme russe, si tant est qu'on pouvait le définir, d'une certaine manière, opter pour cette formule. Pourquoi pas, ce ne sera pas la pire qui, en guise de réaliste, aura, pour ce
qui était de se faire l'observateur de la vie, le peintre de la vie. Je préfère ça au sens large. Certains ont dit aussi le peintre de la vérité, hein, c'était le titre, la première monographie en français que j'avais réussi à me procurer sur lui, c'était sous-titré de la sorte, le peintre de la vérité. Il y a Répine et il aura pour ainsi dire tout peint, tous les milieux sociaux, depuis les alors de la Volga jusqu'aux membres du Conseil d'État et sans parler des tableaux plus rares, plus singuliers. La découverte la plus récente en guise de production assez singulière sous le pinceau d'Ilia, eh bien, c'est ce qui apparaîtra en enluminure de notre numéro. Je ne suis pas belge monarchiste, royaliste, mais je ne considère pas non plus Albert Ier comme ayant été le pire loin s'en faut de nos souverains, car oui, il s'agit d'un portrait équestre durant la Première Guerre mondiale par Ilya Répine, un portrait équestre de notre roi, de notre souverain roi des Belges, Albert Ier. Portrait équestre en 14-18, c'est ce qui... Oui, c'est ce que nous aurons retenu pour enluminure de ce numéro rap cosaque Zaporog, rap comprenez, recherche active de prose. Oui, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, dans ce sens-là, hein. Si j'avais eu soin d'ajouter les petits points RAP, recherche active de prose. Vous avez déjà entendu un peu de Prince Troubotskoï. Eh bien, avant de vous montrer la nouvelle monographie qui vient de sortir sur Ilya Répine, c'était bilingue. Les bouquins, je vous avais présenté Paroles d'artiste, je vous avais dit que c'était bilingue, et ici vous avez en anglais, en français, en italien, en espagnol et en néerlandais. Je pense que ça peut se dire, c'est quintilingue, hein, oui, la collection dans laquelle vient de sortir ce nouveau Répine. Sur le plan du texte, vous avez la traduction dans 5 langues. C'est de plus en plus courant dans le registre des livres d'art. Je vous avais dit que ça faisait un bon moment que j'étais résolument revenu au format livre pour ce qui était de m'intéresser au maître de l'art, au maître de, ne serait-ce déjà pour commencer, au maître de la peinture, aux arts plastiques en général. Voilà, je pense que c'est nettement, je préfère de loin. Pour ça, le format de recourir à la bonne vieille formule du livre imprimé. Ah, avant de vous le montrer, c'est que oui, c'est que 2025, nous étions revenus la semaine dernière, c'était le deuxième sur trois de notre triptyque satiste pour le centenaire de la disparition d'Éric Satie. Et ce 2025, c'est aussi le centenaire de la... Il nous a quittés la même année, hein, au mois. Satie, le 1er juillet, et Jacques Rivière, je pense que c'était... oui, c'était encore vers la fin de l'hiver, avant Éric et Jacques Rivière. 100 ans que nous quittait celui qui fut entre autres l'un des grands artisans de la NRF, mais pas que, et je ne peux que vous inciter à découvrir ce qu'il a écrit au sens le plus large, à commencer par ce qui me semble le plus accessible de lui, ses études qui ont été rééditées il n'y a pas tellement longtemps à la NRF dans une version qui couvre une période allant des années 10 jusqu'à l'année du décès de Jacques Rivière. Et le texte sur la musique russe, c'est que dans le volume Études, le volume initial de 1911, Études de Jacques, vous l'avez déjà vu. Pas la peine, je vous mets
en lien en fin de numéro, comme je vous mets en lien l'un de nos numéros précédents autour de la Russie, le 2 sur 3 du triptyque, Satie, je vous mets en lien aussi un numéro ou l'autre, produit dans le courant de cette année 2025 où il a été de notre chef déjà question de Jacques Rivière et je vous l'ai déjà montré en son recueil études. Dans le recueil initial de 1911, il y avait des portraits, ça couvrait tout un éventail, des portraits d'auteurs, d'écrivains, de peintres et également de compositeurs. Et parmi les compositeurs, il y avait 2 Russes, Moussorgsky et également Borodine. Je vais vous lire ce que Jacques Rivière écrivait, j'espère que en guise de prose, oui, recherche active de prose, j'espère que ça vous plaira et que ça vous ramènera, celles et ceux de ma génération, des générations antérieures et peut-être pas seulement, ça vous rappellera des souvenirs à l'école, vous savez, au début de votre scolarité secondaire, lorsque je ne sais pas si ça existe encore, des cours d'initiation, des cours de musique d'initiation qui comprenaient des plages d'initiation à la grande musique classique et bien souvent ça faisait partie de l'éventail que là on nous proposait au cours à l'école, les danses polovstiennes, oui, ce versant chorégraphique du Prince Igor, de l'opéra Le Prince Igor, de Borodine, c'était, on ne va pas dire que ça faisait partie des sélections tarte à la crème qu'on nous soumettait en guise de musique classique, hein. À vrai dire, je connaissais déjà à ce moment-là, comme j'étais assez précoce dans ce registre, mais dans l'absolu, ça ne pouvait nous faire que du bien. Mais bon, oui, tarte à la crème dans la mesure où, franchement, classique de chez classique, qu'à partir d'un moment, pour sûr, on ne présente plus, on ne doit plus présenter ces danses polovstiennes du Prince Igor. Et je pense que si on optait pour ça au cours, c'est aussi parce qu'en guise de c'était un bel exemple ça rejoint un peu le cadre du poème symphonique ou plus précisément encore de ce qu'on appelait la musique à programme. Musique à programme comprenait ici relatant une histoire, tout un récit et à la lecture au besoin, hein, je dis bien au besoin pour vous, le cas échéant, si c'est nouveau pour vous tout ça, eh bien vous comprendrez encore mieux, au besoin à l'audition de ce texte. Alors Jacques Rivière, dans ses études de 1911, les scènes polovstiennes du prince Igor de Borodine. Tout de suite, je revois Fokine avec sa troupe d'archers. Il n'est rien dans la musique qui ressemble à ces quelques pages de Borodine. Elles viennent toucher ce qu'il y a de plus primitif en nous. Elles réveillent au fond de nous l'informe image de l'Asie, le souvenir étouffé de la grande mer. L'Asie, non celle que nous enseigne par ces paquebots la Méditerranée, et qui sont toujours l'importation, l'Asie terrestre. Elle s'est mise en marche à travers les steppes. Elle s'est mise en marche à travers les steppes, elle chemine à pied par lentes étapes, elle s'arrête le soir et songe comme ceux qui voyagent sans retour. Le camp dressé, des feux, des tentes, la nuit s'intime, dure et bleue, aucune mer aussi loin qu'on se rappelle. Alors, parmi le silence désert et distinct des plateaux, s'élève une allégresse pleine de mémoire, une joie cadencée pareille à la consolation des plus anciens regrets. D'abord, j'écoute ces flûtes tristes et jointes comme les petits pas qui conduisent à la danse. Je vois ces groupes lents qui se rapprochent dans la lueur des foyers sous la nuit.
Je m'interromps un instant, mais c'est plus fort que moi. Oui, j'aimerais attirer votre attention sur le fait, vous irez comparer aux besoins, mais c'est incroyable comment, sur le plan de la morphologie, de son écriture, Rivière épouse, pour ainsi dire, la progression musicale de l'œuvre de Borodine. Oui, son texte épouse en guise de musicalité celle du compositeur de Borodine. Alors je poursuis, j'écoute, nous dit-il, surtout, oui, ici, quand il nous dit j'écoute ces flûtes tristes et jointes, je vois ces groupes lents qui se rapprochent dans la lueur des foyers et sous la nuit. Et soudain, l'immense vague ravissante sur quoi tous sont emportés, la mélodie comme une pluie violente et fragile, la mélodie qui chante avec une rapide voix. Elle croule ainsi qu'une bande d'oiseaux, elle dévie de son clair bercement, et les danseuses en sa déroulée sont si bien confiées, si bien perdues, qu'elles rythment doucement son absence. Lorsqu'un instant, comme un souvenir, comprend le temps de posséder, elle se tait, évanouie. Cependant, les hommes bondissent à leur tour, frappés de rêves, assauts profonds et sauvages. La joie qui les ébranle monte en eux comme un songe brutal. Elle les secoue, elle les fait tournoyer en des jeux qui imitent, ils ne savent quoi, de disparus. C'est ainsi qu'ils se souviennent, c'est ainsi qu'ils calment leur cœur. Ô musique brusque, haletante, ton ivresse, pardonnez-moi, ton ivresse est la stupeur de la mélancolie, tu es la consolation par la violence. Couchés immobiles auprès des danses, les chefs, couchés immobiles auprès des danses, les chefs, au fond de leur mémoire, basse comme une voûte, revoient des villes. Jacques Rivière dans Études 1911. Nous possédons une... Oui, je ne suis pas sûr que c'est une édition originale, mais une édition pour sûr assez récente et qui est passée, vous savez, par notre atelier, oui, là où on s'adonne au rafistolage oui, il y a un atelier, une infirmerie pour les bouquins chez votre serviteur. Je vous sais pas la première fois non plus que je vous en cause. Très, très, oui, très, très bien. Ce texte de Jacques Rivière, pour vous donner, si c'est le cas, au besoin, une première idée de la prose de Rivière. Le Prince Igor, et allez écouter aussi, bien sûr, dans l'hypothèse où jamais entendu encore, ce n'est pas bien long, c'est on ne peut plus accessible, hein, si jamais entendu. Alors, la monographie d'Ilya Répine, non, en aucun cas. Il était né près de Kharkiv, Kharkov. Je ne sais trop, en 1844, il y a Répine près de Kharkov, oui, et je n'entre absolument pas dans cette polémique comme vous voulez, hein, dans le sens que vous voulez. Je n'entre pas dans un sens comme dans l'autre, russo-ukrainienne ou ukro-russe, pour ce qui est de savoir, de s'approprier, voilà, le grand peintre, le grand maître de la peinture réaliste de là-bas, pour moi, aussi sûr que je suis autant oui, à la fois de mon père et de ma mère, je pense qu'il était des deux. Pour moi. Oui, il était aussi bien de l'une que de l'autre, et on n'en parle plus, c'est terminé. Pour ça, pour sûr, pour aujourd'hui, je vous montre le bouquin Place des vainqueurs ou Place des victoires. Pardonnez, j'ai une hésitation sur le nom Oui, c'est édition, pas Place des vainqueurs, édition Place des victoires. Nouveau Répine.
Un de ses tableaux les plus célèbres, j'y reviens dans quelques instants avec ces Cosaques en train de rédiger leurs lettres, hein, leur missive au sultan. Oui, demandé par moteur de recherche, pour ce qui est ici de, si vous le désirez, et si c'est le cas, de partir à la découverte d'Ilya Répine, dans l'absolu d'apprécier mieux ses œuvres, son travail, convoqué par moteur de recherche, mais je retombe sur ce que je disais il y a quelques minutes, rien de tel pour apprécier la peinture que l'ancienne filière de la monographie imprimée, du livre d'art imprimé. Et j'apprécie beaucoup, hein, entre autres pour le caractère, entre autres pour ça, mais pas que, il va sans dire le caractère, comment j'ai dit qu'un, oui, en plusieurs langues, quintilingue, en 5 langues, ces livres en général, la rédaction, ils sont très bien rédigés et celui-ci, on le doit à un monsieur Croul. Oui, c'est lui, Croul. Allez, une petite photo. Il y a Répine, jeune, né près de Kharkov en 1844 et au moment de la révolution de 17, si vous faites le calcul, bon, il avait déjà dans les 70, les 70 ans et figurez-vous que dans les tumultes et les divers remaniements, notamment sur le plan des frontières, dans les années qui suivirent octobre, eh bien, figurez-vous que suite à certains de ces remaniements, sa maison, qui était sur le territoire de l'ancien empire des Tsars, sa maison, elle s'est retrouvée tout d'un coup, mais il n'a pas bougé. Il a décidé de rester. Et pour tout vous avouer, si j'avais été à sa place, à sa place à lui, hein, je dis bien, si j'avais été à sa place, peut-être bien, somme toute, que j'aurais fait pareil. Oui, il a choisi de rester. Sa maison s'est retrouvée en Finlande. Et il y est resté jusqu'à sa mort en 1930. Il était bien vu, hein, par le pouvoir bolchevique, hein, sur le plan des thématiques qu'il avait abordées, ne serait-ce que pour mentionner ces diverses représentations du peuple, du monde, des travailleurs. Il était bien vu pour son art, et pour son réalisme et pour son art dans l'ensemble, pour sûr, pas de problème, il était bien vu pour ça, par les autorités bolcheviques. Pour sa part, il a toujours eu dans l'ensemble de bonnes relations, mais en s'efforçant de rester discret. Oui, autant que possible, il était resté discret avec les autorités soviétiques. Est-ce que c'était une diplomatie? Oui, diplomatie de bons commerçants ou prudence? Moi, j'opterais plutôt de ce côté-là. Prudence d'un vieil homme, bien compréhensible, et c'est là qu'il s'éteint. Sur le sol de la Finlande en 1930, il y a Répine, je me souviens, hein, c'est que oui, pour ne rien, pour ne rien vous cacher, sur le plan intime, pour ce qui est, sur un plan purement intime, pour ce qui est de me requinquer, d'agir sur moi, avec, comme un étrange, me requinquer, agir sur moi avec un caractère si pas sédatif. Hem, pour sûr, allons-y, carrément thérapeutique, hein, pour ce qui est de me requinquer en matière d'art et surtout en musique. Plus encore que la Russie, oui, il me faut bien vous l'avouer, j'ai toujours eu un petit faible pour la Finlande. Les gens de là-bas, sincèrement, j'ai pas eu le temps de les connaître assez pour pouvoir vous dire, quoi que ce soit. Je n'aurais pas pour sûr que des compliments à formuler à l'adresse de leurs dirigeants dans le cadre international de ces dernières
années, ça pour sûr, ça ne risque pas d'être élogieux, hein. Ils ont foutu en l'air, allez, je le dis, hein, rapidement, et ils commencent déjà, ce qu'on m'a dit, à le regretter. Tu m'étonnes. Sans blague, ils ont foutu en l'air, c'était un modèle, un exemple pour le monde, hein, en matière de paix, leur paix perpétuelle avec leurs grands voisins, hein, et non, pour ça, je n'ai pas que des éloges à formuler, mais pour ce qu'ils produisent en matière d'art, surtout leur musique, et je dois dire dans différents registres. Je me souviens d'ailleurs la seule fois dans ma vie où je suis allé là-bas, hein, c'était un trip d'une semaine, un trip, russo-finnois, oui, ben oui, russo-finnois, et sur le chemin du retour de Saint-Pétersbourg, je n'étais pas allé plus loin sur le sol de la Russie que, Léningrad, comme vous voulez, sur le coup, et sur le chemin du retour de l'ex-Léningrad à Helsinki, en car, nous longions, traversions, hein, fatalement, ce qu'on appelle l'isthme de Carélie, et à un moment donné, on nous a signalé que pas loin de là où nous nous situions, se trouvait, la résidence, la villa d'Ilya Répine. Ça, oui, sur le coup, au sein de cette incroyable monotonie de sapins à n'en plus finir dans cet isthme de Carélie, si vous connaissez, oui, c'est d'une monotonie de sapins incroyable, et oui, à un moment donné, on nous avait signalé que, pas très loin, se trouvait la résidence du grand Répine, et à cette époque-là, c'était en 96. J'étais encore loin de me douter que se trouvaient déjà en germe certains registres, musicaux, du côté finnois, alors, surtout, dans l'underground des certains registres d'une, sombre, pour ne pas dire d'une noirceur assez incroyable. Des fois, on dit que c'est de là qu'elle vient. À l'heure qu'il est, il faudrait vérifier, mais on le dit volontiers, la musique la plus sombre que produirait à l'heure actuelle, l'humanité, elle viendrait plutôt de ce côté-là, de la Carélie, de là où vivait, où, avait, fait le choix de s'installer à partir d'une époque, il y a Répine, et la musique la plus sombre que produirait l'humanité viendrait de là, elle serait carélienne, et j'étais loin de me douter que ces esthétiques musicales étaient alors déjà, oui, elles devaient être en germe, vers 96, des musiques, la nuit dernière encore, je prenais bien mon pied avec ça, hein, et je suis toujours fasciné par cette, façon qui n'est pas sans rappeler quelque part la Russie, et pas seulement le folklore, pas seulement, mais cette façon d'intégrer dans cette noirceur, allez, noirceur, extrême, dans cette noirceur record, d'intégrer toujours ce caractère, dansant, cette façon de se mettre à danser dans l'extrême noirceur, et qui me fait songer, je peux mettre ça en vis-à-vis avec ce que disait Slobodan Despot hier, dans son dernier numéro. Il parlait du rapport à l'intelligence artificielle. Il y a une chose que, ne risque pas de sitôt, pour sûr, qu'elle comprenne, l'IA, hein. Le robot, je pense pas qu'il soit en Terminator qui vous voulez, je pense pas qu'il soit encore en mesure de comprendre que précisément ce qui nous caractérise, c'est ça, c'est que contrairement à toi, l'IA, on aime danser. Il y a toujours un moment où notre esprit, ça a un petit côté nietzschéen aussi, hein. Oui, on parlait de quelque chose de sombre, de carélien, nietzschéen, tant qu'à faire, je ne sais, mais notre esprit, il y a toujours un moment où, quoi que l'IA, puisse nous renvoyer, au sein de ce qui n'est, peut-être qu'une façon, oui, cette IA qui bien souvent n'est qu'un dérivatif,
Une solitude vraie de vraie, une fois que vous retirez la prise, c'est terminé, mais allez, j'ai pas envie de vous déprimer. On a l'esprit qui c'est ça qui nous distingue, nous différencie aussi, c'est, ce caractère de danseur et de danseur jusque dans notre extrême et jusque dans notre plus extrême noirceur, un plus extrême désespoir, tout ce que vous voulez dans ce registre. Tout ça pour revenir sur il y a Répine qui, à la fin, vivait sur le territoire finlandais. Nouvelle monographie de Répine. Et je ne pouvais pas passer à côté. Oui, je vous dis, hein, peut-être que ça a dû changer. Il faudrait vérifier dans le courant de ces dernières années, mais je n'ai pas le souvenir que sur cet artiste, on oui, ça ait jamais été le délire, la folie pour ceux qui étaient de publier beaucoup. Rap Cosaque Zaporog, recherche active de prose, Rap Cosaque Zaporog, les Cosaques Zaporog qui sont repris en couverture de la Mono, un célèbre tableau de Répine. Nous sommes allés chez les danseurs, chez les Polovstiens, déjà, nous venons de saluer, nous sommes allés d'une certaine manière aussi chez les Zaporogues. Et bien maintenant, je vais vous emmener chez les Bachkirs. Et pardon, peut-être si vous avez des origines de ce côté-là, Bachkir, avec ce texte qui va suivre, qui les présente sous un jour assez, on se contentera de dire coloré, sous la plume d'Aksakov. Je vous explique en quelques mots, ou je vous rappelle, si vous avez l'habitude de nous suivre, je vous rappelle qui c'était. Qui était Sergei Aksakov après, le temps que je me souvienne de là où je l'ai posé, son livre à lui. En plus, j'en avais, c'est ça qui est dingue, je l'avais en 2 exemplaires et j'avais sorti et disposé pour vous, pour l'enregistrement, les 2 exemplaires. Et on dirait qu'ils se sont taillés, c'est incroyable, peut-être en dessous de mon chapeau. Ah, pardon, 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 voilà. Et c'est vrai que la teinte du bouquin épousait, pour ainsi dire, celle de ma moquette. Alors, évidemment, pardonnez-moi, Sergei Aksakov a écrit un livre sur sa famille, chronique qui s'intitule Chronique de famille, et dont je vais vous lire l'introduction, ouvrage de 1856. Serge Aksakov. Alors, il commence, il ouvre en parlant de son grand-père. Le premier chapitre, c'est Émigration. Mon grand-père commençait à se sentir à l'étroit dans son patrimoine de la province de Simbirsk, octroyé à ses ancêtres par les tsars moscovites. Il commençait à s'y sentir à l'étroit, non parce qu'il manquait véritablement d'espace, forêts, labours, prés et autres terres. Il avait de tout, en excédent, mais parce qu'en ce domaine qui appartenait encore en son entier à son bisaïeul, parce que son domaine avait été morcelé. L'événement s'était accompli fort simplement. Dans sa lignée, 3 générations de suite avaient eu un fils unique et plusieurs filles. Certaines d'entre elles s'étaient mariées et on leur avait donné en dot une partie des paysans et une fraction de la terre. Leur lot était peu important, mais 4 maîtres étrangers participaient déjà à la jouissance en commun de la terre indivise, et cette vie était devenue intolérable à mon grand-père, qui était d'un naturel impatient, irascible, entier, et qui haïssait les intrigues domestiques. Depuis quelque temps, il avait souvent entendu parler de la vice-royauté d'Oufa,
D'Oufa, de l'incommensurable étendue de ces terres, de leur fertilité, de l'abondance indescriptible du gibier, du poisson et de tous les fruits de la terre, de la facilité d'y acquérir des régions entières pour les sommes les plus insignifiantes. Le bruit courait qu'il suffisait d'inviter une dizaine de parents propriétaires de Cartobine ou du canton de Carmala, de leur donner 2 ou 3 moutons gras qu'ils égorgeaient et accommoderaient à leur façon, de leur offrir un seau d'eau de vie, quelques seaux d'hydromel bachkir fermenté, une futaille de bière paysanne brassée dans des pots de terre, et l'affaire était dans le sac. Preuve irréfutable que les Bachkirs n'étaient pas de sévères Mahométans, même dans l'ancien temps. On disait, il est vrai, que cette régalade durait parfois une semaine ou deux, car avec les Bachkirs, il est impossible d'aborder d'emblée un sujet. Il faut leur demander chaque jour: Eh, dis-moi, l'ami, dis-moi, mon brave, si on parlait de mes affaires. Si les invités, après avoir bu et mangé, littéralement jour et nuit, ne sont pas encore pleinement satisfaits de la réception, s'ils ne sont pas encore là de chanter leurs chansons monotones, de jouer sur leurs chalumeaux, de danser, se levant et s'accroupissant sur place, dans les poses les plus grotesques, le doyen des parents, après avoir claqué de la langue, hoché du chef sans regarder en face le demandeur, lui répond d'un air digne, lui répond: Le temps n'est pas venu, amène encore un mouton. Naturellement, on amène le mouton, on verse l'eau de vie et l'hydromel, et de nouveau les bachkirs, ivres, chantent, dansent et dorment n'importe où ils se trouvent. Mais tout a une fin en ce monde. Le jour vient où le parent dit cette fois en regardant droit dans les yeux le demandeur: Eh, petit père, merci, grand merci. Allons, de quoi as-tu besoin? Serge Aksakov, oui, qui est l'auteur de ce livre sur sa famille, un autre classique, peut-être pas des plus célèbres chez nous en Occident, hein, de ce livre sur la famille dont vous aurez les références en description pour ne pas le rappeler, ou si jamais vous, ça peut arriver, si jamais vous nous avez pris en cours comme ça, vous êtes informé de la chose. Aksakov, c'était l'un des meilleurs amis, pour sûr. Ça devait être le meilleur ami de Gogol, le meilleur ami à être de ses aînés, et peut-être le plus âgé. Il avait 18 ans de plus que Gogol, et il a dû lui survivre 7 ou 8 ans après la disparition en 1852 de Nicolas. Gogol, et on connaît leur correspondance aussi, hein. Ils se sont pas mal écrits du temps où Gogol se plaisait du côté de l'Europe, de l'Italie. Il écrivait entre autres pas mal à l'adresse de Sergueï, et vous savez peut-être que c'est pas la première fois non plus. Je rappelle au besoin de nouveau qu'à partir d'une époque, Gogol, avant sa fameuse crise mystique, s'était découvert de plus en plus la vocation d'un éducateur, mais au sens large, hein. Il aimait bien faire la leçon, y compris sur le plan de l'éducation religieuse. Et Aksakov, Sergueï, qui était noble, un propriétaire foncier, vous l'avez compris, oui, un noble, un propriétaire foncier de l'époque, et on-
Vous avez saisi oui, il avait probablement dû passer par toutes les étapes qui étaient inhérentes pour l'éducation religieuse. Pour sûr de chez sûr, il avait dû passer par toutes les étapes qui étaient inhérentes pour éducation à celle d'un noble, hein, d'un membre de cette société, des classes dominantes russes de la première moitié de l'avant-siècle dernier, et ça avait le don, comprenez que ça avait le don inévitablement, ça l'agaçait, hein, ça le pompait, Sergueï, quand Gogol commençait à lui faire des recommandations en matière de pratiques religieuses, et là, il lui répliquait: «Bon, arrête, hein, dégage». Je ne sais pas s'il écrivait texto «dégage», mais un terme dans sa langue qui ne devait pour sûr pas être très éloigné. «Dégage avec ça, c'est certainement pas toi qui vas me l'apprendre en la matière», hein. Là, oui, il n'hésitait pas à le remettre à sa place, ce que tous les correspondants de Gogol n'avaient pas toujours l'audace, le front de faire quand ils avaient envie à un moment donné, de lui mettre comme une sourdine par rapport à cette vocation qu'il s'était découverte, hein, oui, cette vocation d'éducateur de Nicolas, et Sergueï n'avait pas été épargné. Serge Aksakov, qui n'a pas dû être traduit énormément en français. Je possède une édition, je ne sais pas où elle est passée, j'aurais bien voulu la montrer, mais peut-être non, je sais pas, franchement. Ou alors, pardonnez, peut-être. Oui, ça a été édité dans La Blanche, une chronique de famille. Je possède cette édition de La Blanche, la traduction française de Madame Sylvie Luneau, particulièrement excellente dans les classiques slaves de La Blanche, en 1946. Traduction de Sylvie Luneau. J'aime bien aussi en partie description, vous l'avez peut-être remarqué, rendre hommage à chaque fois que c'est possible, que j'ai les références pour ça, rendre hommage au travail des traducteurs. Et avant notre texte de clôture, oui, on s'achemine tout doucement vers la fermeture de ce numéro. Alors, si vous vous rendez avant, pour sûr, avant l'heure de fermeture chez votre libraire, si vous ne faites pas d'achat de bouquins en ligne avant l'heure de fermeture, de préférence, vous pourrez faire l'acquisition. Je vous montre, ou je vous signale quelques parution récente. Celui-là, je pense qu'on ne fera jamais assez sa promo, jamais assez sa réclame. Le livre de notre ami suisse Guy Mettan sur une guerre de 1000 ans. Hein, son livre Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. La russophobie, sous-titré La russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne. J'avais envie, tant qu'à faire, voilà pourquoi pas, de vous le remontrer. Vite fait, bien fait, hein. Si vous cherchez un bon livre à la fois d'histoire et avec pas mal de, oui, sans rien dire du potentiel en matière d'actualisation, hein, et je n'avais rien dit, même rien dit d'ouverture tout à l'heure avec notre fragment d'ouverture, en guise d'actualisation. Possible ou pas, pour ça, vous irez vérifier. Donc oui, un bouquin d'histoire, et si vous cherchez un roman, un bon, hein, si vous êtes plutôt littérature, rien ne vous empêche de faire l'acquisition des deux. Je possède une vieille édition des années 70 du siècle dernier, mais en 2025,
Oui, j'étais bien content, quand je l'ai vu en rayon, quand j'ai vu ça. Ils l'ont réédité. Très bel acte éditorial. Je mets le nom de l'éditeur à qui, est revenu ce dit acte éditorial en description. C'est un livre, un roman, de 1974 réédité, enfin, en traduction française. Une traduction française et là, elle est de une dame encore de Nathalie Dombre. Je possède l'édition L'Âge d'homme de 1974. Ce roman vit et n'oublie pas. Il ne devait pas avoir de lien de parenté avec le moine bien connu dans l'histoire de la fin de l'ancien régime russe, Raspoutine, hein, mis en musique aussi par une certaine formation disco. Non, ce n'est pas le même du tout, du tout. Je n'ai jamais entendu mentionner quelques liens de parenté entre eux, mais pour sûr, il vient de là-bas. Un patronyme, c'est sibérien. C'est un nom sibérien, Raspoutine, hein. Oui, les Raspoutines viennent de là-bas, de la Sibérie, et ce livre, ce roman qui se passe là-bas, du côté de la Sibérie, quelque part, probablement durant la Seconde Guerre mondiale, et qui met en scène des personnages de là-bas, un récit improbable dans un cadre tout aussi improbable. Les livres de Valentin Raspoutine se racontent difficilement, raison pour laquelle je ne peux que, oui, si je peux vous, d'une manière ou d'une autre, si j'ai déjà réussi, sait-on jamais, à vous donner envie, et peut-être aussi, sait-on jamais, avec la couverture. Là, oui, belle couverture. C'est une édition de 1974 de l'éditeur suisse L'âge d'homme. Valentin Raspoutine vit et n'oublie pas. Valentin Raspoutine, il a encore publié L'honneur de Tamara Ivanovna, dans les années 2000, mais à partir d'une époque, il avait assez délaissé la littérature pour se consacrer à la vie politique, ou on dira plutôt la vie associative dans son pays. Il y a une trentaine d'années, j'ai le souvenir qu'il n'avait pas très bonne presse chez nous en Occident. Non, il n'avait pas très bonne presse, Valentin, ce cher Valentin, mais et moi avec d'ailleurs, hein, ce sera pareil, hein, je ne risque pas ou plus de vous étonner, il n'avait pas très bonne presse. Mais il s'en foutait. Je pense que là où il est maintenant, il doit s'en foutre davantage, encore plus, plus que jamais. Il nous a quittés, en effet, il y a quelques années. Valentin Raspoutine. Je reviendrai, j'aimerais consacrer un numéro entier. J'ai très envie, tant il y a à dire, à explorer. J'aimerais consacrer un numéro entier à ce très beau classique de la littérature. Là, c'est de la littérature russe contemporaine. J'aimerais lui consacrer un numéro de Funeste Fred, entier, ou si pas un numéro entier, une séquence qui sera, vous l'aurez saisi, des plus conséquentes. Alors, la dernière séquence, maintenant, je n'ai pas dit la dernière séance, la dernière séquence de ce FF numéro 55. Donc si vous cherchez un bouquin, si vous êtes plutôt branché histoire, sciences humaines, le Guy Mettant, ne passez pas à côté du livre de Guy. Et si vous cherchez un très bon roman pour finir l'année, hein, pour finir l'année, un roman parmi d'autres, ne passez pas non plus à côté de Valentin, du livre de Raspoutine. Pour terminer notre émission, après vous avoir montré ces deux livres, on va terminer avec deux textes que j'aimerais bien mettre en vis-à-vis sur la Russie, abordés sous un angle assez
assez général, mais dans le cadre du premier fragment, sous l'angle des rapports entre deux nouveaux, comme dans le livre de Guy Métan. D'une certaine manière, nous allons aborder de nouveau, sous les choses sous cet angle des rapports entre la Russie et l'Occident, la Russie et le monde occidental. Je viens de dire que Valentin n'avait pas très bonne presse, chez nous autres à une époque. Eh bien, vous allez entendre un texte, d'un écrivain russe et puis, comme à mettre en vis-à-vis, pour changer, un texte d'un journaliste occidental tout récent. Oui, vraiment il y a quelques jours à peine. Un texte tout récent, une transcription d'une déclaration d'un journaliste, peut-être, vous est-il familier, ces contributions à cette plateforme, à vous aussi, ces contributions vous sont-elles à vous aussi familières? Vous entendrez la retranscription, un texte d'un journaliste français contemporain, sur la Russie aussi, bien sûr. Et l'auteur du premier des 2 fragments et s'est tiré le livre, s'appelait «La Russie et l'Occident». L'auteur de ce bouquin, c'est lui, il avait plutôt tout un temps, il a eu plutôt bonne presse, chez nous, car il avait été, pour de vrai un opposant dans son pays, au pouvoir. Il avait fait de la prison, de la relégation et quitte à, se voir enfermé une seconde fois, dit, sans ironie, dans son parcours, car le souverain qui a succédé à celui qu'il s'était fait comme une spécialité, de critiquer, le souverain qui est venu après, s'est lancé dans une politique plus, réformatrice. Comme on l'avait surtout enfermé dans cette image-là, celle de l'opposant, alors qu'il valait beaucoup mieux, pour sûr, ça lui a valu de tomber, pour ainsi dire, du jour au lendemain, les 8 dernières années de sa vie, oui, les 8 dernières années de son existence, il les aura vécues dans le plus complet et le plus, en somme, le plus injuste oubli. Lui qui, notre auteur russe, naît l'année de l'attaque de la Russie par Napoléon, 1812, et décédé en 1870, 1870, hein. Il a été perçu, et ça peut encore arriver, oui, d'être bien vu au sein des milieux libéraux, par extension, qui vont s'abstenir, hein, et il n'est pas le seul, à entrer dans cette catégorie des milieux qui vont s'abstenir d'aller y regarder d'un peu plus près quant à son évolution à partir d'une époque. Il a eu différentes périodes, hein, notre auteur. À un moment, on l'a même rapproché des écrits en France d'un Lamennais. Il a eu une époque plus évangélique, plus dantesque. Mais c'est Lénine à son sujet qui aura eu le dernier mot en disant qu'il avait fini par comprendre en voyant, en visualisant, oui, en le voyant sur place en 1848, au moment des tueries, des massacres de 1848, en France, il avait compris le mirage de la démocratie bourgeoise, le mirage de la démocratie libérale, et au bout du compte, disait Vladimir Ilitch, c'est lui, hein, et ce n'était pas rien tout de même comme déclaration de Lénine, hein, je ne dis pas même comme compliment à son adresse. C'est lui, notre auteur, qui, au bout du compte, avait fini par lui ouvrir la porte, dans son pays, à une conception de la politique révolutionnaire avec pour centralité, la centralité, avec pour centralité la, lutte de classe. Pour centralité, voilà, c'était lui en Russie qui avait ouvert la porte, disait Lénine à son sujet. Alors je vous lis, le début de son livre sur la Russie et l'Occident, et puis, peut-être l'avez-vous, bravo, hein, si vous l'avez, déjà identifié. Il commençait par
C'est une pénible époque que la nôtre, le début de son bouquin La Russie et l'Occident. C'est une pénible époque que la nôtre. Mmh, toute chose autour de nous se dissout, le monde s'agite dans un vertige en proie à une fièvre mauvaise. Les plus noirs pressentiments se réalisent avec une effrayante rapidité. Un homme libre qui refuse de se courber devant la force n'aura bientôt plus de refuge en Europe que le pont d'un vaisseau faisant voile vers l'Amérique. Ne serait-il pas temps de nous poignarder à la manière de Caton, puisque notre Rome succombe et que nous ne voyons rien ou ne voulons rien voir hors de Rome? Oui, l'Europe apparaît sur son déclin et le monde auquel nous sommes habitués semble se dérober sous nos pieds. Tout menace ruine autour de nous. On sait pourtant ce que fit le penseur romain qui sentit le plus profondément toute l'amertume de son temps. Accablé de tristesse et de désespoir, comprenant que l'univers à qui il appartenait allait écrouler, Tacite jeta ses regards au-delà de l'horizon national et écrivit un livre de Moribus Germanorum. Il eut raison d'interroger les mœurs des Germains, car l'avenir appartenait à ces peuplades barbares. Nous ne prophétisons rien, mais nous ne croyons pas non plus que les destins de l'humanité soient rivés à l'Europe occidentale. Si l'Europe ne parvient pas à se relever par une transformation sociale nécessaire, d'autres contrées se transformeront. Il y en a qui sont déjà prêtes pour ce mouvement, il y en a qui s'y préparent. L'une est connue, ce sont les États-Unis de l'Amérique du Nord. L'autre, la Russie, est pleine de vigueur, mais aussi pleine de sauvagerie. On la connaît peu ou mal. Alors, je vois que nous avons atteint le cap des 60 minutes. Je vous propose d'ouvrir notre numéro précédent ou un de nos prochains numéros en fonction, oui, de ce que sera notre horizon thématique. Hein. Oui, on va le texte de notre ami, de notre camarade journaliste, ce sera pour un prochain Funeste Fred, dans le meilleur des cas la semaine prochaine, car je ne vous ai pas donné le nom de l'auteur, Alexandre Herzen. Oui, Alexandre Herzen, 1812-1870, et vous trouverez, c'est pas très courant non plus, raison pour laquelle avant de vous saluer, je tenais à vous montrer le volume. Je ne connais que cette édition qui se trouve dans le tome 4 d'une collection d'initiation à la littérature de découverte de la littérature russe. En 12 volumes ici, c'est dans le tome 4, sous la direction grand monsieur aussi, hein, Georges Aldas, sous la direction de Georges Aldas, une collection en 12 volumes et dans le tome 4 de Pouchkine à Gorky, c'est bien, oui, de Pouchkine à Gorky, tome 4 qui traitait tout spécialement de ce que le préfacier appelait l'âge d'or de la prose. Eh oui. Rapkozak Zaporog, recherche active de prose dans ce quatrième volume de cette jolie collection chez un éditeur de Lausanne. Avant de clôturer pour de bon, ben oui, je peux donner le nom de... C'était les... Car c'était, oui, vraiment une très jolie collection, très très bien faite, avec de riches annexes à la fin des volumes, aux éditions Rencontres de Lausanne. Et Rap Kozak Zaporog, c'est vrai que c'est un petit caractère saccadé, ma façon de passer de l'un à l'autre bouquin. Je ne vous ai pas montré, je devais vous montrer, alors je vais le faire aussi, le livre du fragment d'ouverture. Donc vous avez pigé hein, dans le tome 4 de l'édition suisse de Lausanne, il y a le livre d'Herzen. Et alors, le bouquin du prince Nicolas Troubetskoy, L'Europe et l'humanité. Oui, je disais, c'est dans une collection franchement pas pour les gamins, c'est en 1996.
Je ne sais pas si vous arriverez à vous procurer ça facilement en 1996, chez Philosophie et Langage, Mardaga Trubetskoy, écrit linguistique et paralinguistique, même si, en supposant que, si je vous ai donné envie avec ce que vous avez entendu, en ouverture de ce numéro, bon, ne vous ruez peut-être pas dessus si pas très habitué, si pas l'habitude, voilà, je pense que vous avez l'habitude avec moi aussi et vous je pense que vous aurez saisi où je voulais en venir. Oui, on met un terme ici, je pense que ça ira comme ça. Merci à vous et pardon peut-être, pour les éventuelles longueurs. On se retrouve pour un prochain Funeste Fred dans un peu moins d'une petite semaine. À bientôt.